l'affaire Chou-Blanc. On s'est intéressé à une enquête qui est assez peu connue, assez peu médiatisée, c'est l'affaire Cécile Bloch. C'est une enquête qui concerne Paris. C'est une jeune fille de 13 ans et demi qui a été retrouvée tuée, violée dans une cave d'immeuble à Paris. On s'est rendu compte par la suite que son agresseur en fait était à l'origine d'autres agressions, d'autres viols, d'autres meurtres. L'homme court toujours, depuis 10 ans environ, il ne s'est pas vraiment manifesté et la brigade criminelle, qui nous recevra tout à l'heure pour parler de ce dossier, n'a pour l'instant plus de pistes. Cette affaire Cécile Bloch, c'est l'enquête donc de Joël Bruandet et de Guillaume Fautrat. « 19e arrondissement de Paris, rue Petit au numéro 116. C'était par ici. Ça fait un petit bout de temps et j'ai visité tellement de caves. Voilà, ici. Karine Hutzeboot vient de Belgique. Ici, il n'y avait pas de porte. Elle est psychologue. Ici. Elle se dit également profileuse. Ici, évidemment, ça mène vers les caves. Hein. Elle revient sur les lieux d'un crime avec le frère de Cécile Bloch, la victime. La profileuse connaît parfaitement l'endroit, lui n'était jamais venu. En fait, les caves sont là derrière, là. Les caves où Cécile a été trouvée sont derrière ces murs-là. Juste ici derrière le mur, là. C'est là. Cécile Bloch avait 11 ans. Elle a été violée et assassinée dans ce parking en mai 1986. En tout cas, il est remonté jusqu'au 6e étage avec un témoin, ça c'est sûr, elle me l'a dit. 18 ans après l'assassinat de Cécile, Karine a repris une enquête aujourd'hui au point mort. À la demande de la famille, elle continue de chercher un tueur qui n'a jamais été identifié. Moi, je veux savoir ce qu'elle représente pour vous, Karine. Karine, elle représente vraiment mon seul espoir. C'est mon seul et unique espoir. Parce que j'ai plus confiance en personne, que ce soit la police ou je sais même plus quoi. C'est mon unique espoir. Retourner sur les lieux du crime, rencontrer les proches de la victime, les témoins, récupérer ici ou là les éléments du dossier, c'est comme ça que Karine Hutzeboot tente de tracer le profil du tueur. Le résultat, une somme d'informations d'ordre physique et psychologique, comme un portrait impressionniste. On examine le profil de cet individu sur base de tous les éléments qu'on a. On voit qu'on a à voir avec un narcissistic personality disorder. Donc il est narcissique et il a un désordre mental. Les indications des profileurs doivent aider les enquêteurs à chercher dans la bonne direction, à réduire le nombre des suspects. Sont-ils efficaces? Et surtout, comment arrivent-ils dans ce genre d'affaires? L'assassin aurait tenté de violer la petite écolière studieuse et sans histoire, et les policiers disposent de très peu d'indices. Lundi matin à 9 h, l'écolière quitte l'appartement et prend l'ascenseur comme tous les jours. Elle se rend à son cours Le de 5 mai 86, lorsqu'ils se rendent rue Petit dans le 19e arrondissement, les journalistes n'ont pas grand-chose à raconter. C'est une très bonne élève qui n'a pas l'habitude de manquer l'école. En fin de matinée, les policiers, eux, ont investi les sous-sols. Et l'enquête ne s'annonce pas trop mal. Ils effectuent des prélèvements sur les lieux et sur le cadavre et recueillent les premiers témoignages. À la crime, la brigade criminelle, une dizaine d'enquêteurs sont aussitôt affectés à l'enquête. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de rencontrer les policiers qui ont travaillé sur ce dossier. Denis Bazin est sur les lieux du crime le 5 mai 86. Il recueille les premières dépositions. Dans le voisinage, on rencontre plein de gens, y compris évidemment les parents de la petite Cécile Bloch, qui nous disent qu'ils ont vu un individu le matin, aux alentours de 8 h, 9 h, qui se baladait dans les ascenseurs, dans les sous-sols, et qui n'était pas de l'immeuble. Et donc, à partir de ces éléments, on décide de faire un portrait robot, et on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit du même personnage pour tous les témoignages. Et c'est le portrait robot que vous avez là? C'est le portrait robot qui est ici. La violence du crime soulève l'émotion.
La presse diffuse largement le portrait robot établi grâce au témoignage des 7 personnes qui ce matin-là ont croisé le même homme. 1,80 m, environ 25 ans, les yeux marrons et surtout des problèmes de peau. C'est le premier portrait robot de l'homme au visage grêlé. Les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres tiennent une piste. Dans le 13e arrondissement de Paris, ils font le rapprochement avec une affaire similaire, un mois plus tôt, dans les sous-sols de ces tours. Même mode opératoire. En se faisant passer pour un policier, l'homme a entraîné sa victime au 4e sous-sol. Sarah, 8 ans, est violée. Laissée pour morte par son agresseur, elle survivra à ses blessures. C'est sans doute le même tueur. Malheureusement, les témoignages des voisins ne donneront rien. La crime devra se contenter du portrait robot du tueur de Cécile. L'enquête n'avance pas. À 600 km de Paris, cet homme a toujours guetté les moindres développements de l'affaire. Jean-Pierre Bloch s'est installé dans le Lot quelques mois après la mort de sa fille. Désormais sur le site internet qu'il lui a consacré, il commente le travail des policiers et des magistrats. Et il est plutôt sévère. Il y a un juge, et à cette époque-là, des policiers, j'ose pas dire complaisants, mais je me pose la question, qui ont fait embarquer tous les clodos de la gare du Nord et de la gare de l'Est, qui mesuraient plus de 1,80 m. Ils en ont mis en garde à vue pendant quelques heures, 200 ou 300. Alors que nous, on savait très bien que c'était pas un clodo. Il y a de l'agitation qui peut laisser penser que vous faites quelque chose. C'est-à-dire que travailler, ça ne veut pas dire s'agiter. 1992, après 6 années d'enquête sans résultat, les policiers de la criminelle referment le dossier. Le meurtrier de Cécile Bloch reste introuvable. 4 ans plus tard, en 1996, la police française dispose d'une nouvelle arme, l'ADN, l'empreinte génétique. Alors, la crime décide de rouvrir le dossier. Et les résultats tombent. D'abord, confirmation, la petite Sarah, violée 1 mois avant le meurtre de Cécile, a bien été victime du même homme. Puis les enquêteurs retrouvent l'ADN de cet assassin dans 2 autres affaires de viol à Paris et en région parisienne. Dans le 14e arrondissement, tout d'abord. À l'époque, la victime, une jeune fille de 14 ans, avait aidé les enquêteurs à établir un portrait robot. Voici le 2e visage d'un même criminel. Et puis, 2e affaire, elle aussi révélée par l'ADN, celle d'une petite fille de 11 ans, enlevée toujours par le même homme. Cette fois, il roule, semble-t-il, dans une Volvo blanche, près de cette voie ferrée, dans la banlieue nord de Paris. Pour l'obliger à monter dans sa voiture, il se fait à nouveau passer pour un policier. L'homme traverse alors toute la région parisienne, jusqu'à une ferme abandonnée, où il tente de violer la fillette, sans y parvenir. Puis il s'en va. Élodie sera recueillie par les gendarmes quelques heures plus tard. Élodie a aujourd'hui 21 ans. Elle a accepté de témoigner, visage caché. C'est un mec qui avait l'air d'être pas normal comme tout le monde en fait. Moi je n'avais pas d'a priori sur lui. Quand je l'ai vu au départ, je croyais vraiment qu'il venait de la police. J'ai eu beaucoup de chance d'être calme et aussi en fait de lui avoir parlé. Je pense que de lui avoir posé des questions, tout ça, je pense que ça m'a sauvé la vie en fait. Un meurtre, 3 viols. Dans toutes ces affaires, les policiers recherchent le même homme. La crime compare alors l'ADN du tueur avec des dizaines de suspects, interroge des propriétaires de Volvo blanche sans succès. C'est à ce moment-là que les profileurs entrent en scène. La justice décide de faire appel à cet homme, Pierre Leclerc, un psychologue de la police. Le juge d'instruction lui demande d'aider les enquêteurs à tracer un profil du tueur, mais la collaboration entre le profileur et la crime
va tourner court. Le psy et le milieu policier, ce ne sont pas des choses qui font très très bon ménage. Surtout en matière d'enquête criminelle. On avait l'habitude du psy comme agent recruteur, comme agent formateur, mais pas comme agent s'impliquant dans l'enquête criminelle. Pour des policiers, c'est quand même vrai que l'enquête criminelle est une affaire a priori policière, qui leur appartient, éventuellement au juge d'instruction, mais certainement pas au psy a priori. Son travail est vivement critiqué. Après 2 années passées à la PJ, il est affecté à la formation des policiers. Le profilage à la crime, on n'y a jamais vraiment cru. Une enquête criminelle, c'est une enquête sur un... On recherche en fait essentiellement des éléments matériels et on cherche à dérouler, si j'ose dire, une sorte de fil qui va lier une personne, un auteur, à un fait criminel. Donc en fait, c'est la recherche en permanence d'éléments matériels, de liens matériels, etc., etc. Et je dirais, la plupart du temps, en fait, le profil qu'on peut imaginer de l'auteur, la plupart du temps, en fait, n'amène pas un élément d'identification. Le travail du profileur n'a pas aidé les enquêteurs. Une nouvelle fois, les policiers se retrouvent dans l'impasse. Et puis, c'est le coup de théâtre. Il y a 3 ans, l'ADN de l'affaire Cécile Bloch est identifié à nouveau, mais cette fois dans un double assassinat commis en 1987 dans le 4e arrondissement de Paris. La police traque désormais un tueur en série. Le commandant Vasquez de la brigade criminelle a accepté de nous emmener dans l'immeuble où, il y a 17 ans, 2 personnes ont été sauvagement assassinées. Bon, voilà donc le palier du dernier étage, avec la porte de l'appartement, qui n'avait pas été fracturée, donc, ce qui nous a permis de penser que l'auteur s'était fait ouvrir ou disposer des clés. Qui connaissait la victime. Voilà, une des 2 victimes. Derrière cette porte, les corps de Gilles Politi, un père de famille de 38 ans, et d'une étudiante allemande de 20 ans, Irmgard Müller, jeune fille au père dans la famille Politi. Les enquêteurs sont impressionnés par la violence de la scène de crime. Une violence que le père de Gilles Politi ne s'explique toujours pas. Du coup, il est prêt à imaginer tous les scénarios, même les plus improbables. Vous savez dans quelles conditions l'assassinat s'est passé? Crucifixion sur les montants du lit de la petite Julie, garrot espagnol pour mon fils. Là. Ça s'apprend à où, ça? Dans des commandos, dans des guerres sales, dans des clubs de close combat. Mon fils qui dormait a pu être facilement neutralisé par quelqu'un d'expérimenté sur ce plan-là, pendant son sommeil. Mais les enquêteurs se tournent très vite vers les relations de la jeune Allemande. Irmgard Müller avait de nombreux amants qu'elle répertoriait dans un précieux petit carnet. Tous seront identifiés, sauf un. Et à l'époque, on était resté un petit peu sur un nom, effectivement, une personne qu'on avait identifiée, enfin qu'on n'a pas identifié puisqu'on ignore qui il est, mais qui lui répondait au nom de Loringe et au prénom de Élie. Et ce nom ne correspond à rien. C'est une identité qui n'existe pas. On a travaillé de très nombreuses années sur ce patronyme et on n'a rien trouvé. Élie Loringe, un nom qui n'existe pas. Est-ce un pseudonyme qu'utilise le tueur? S'agit-il de l'homme que des témoins ont croisé dans l'escalier? Les enquêteurs réalisent là aussi un portrait robot. Voici donc le 3e visage de l'assassin. Les policiers sont désormais confrontés à 2 affaires de meurtre commis par le même homme à 1 an d'intervalle. Pour les enquêteurs, résoudre une des 2 affaires, c'est résoudre l'autre. Mais le mode opératoire et surtout les victimes diffèrent. D'un côté, une petite fille violée et étranglée, de l'autre, 2 adultes torturés à mort. Une deuxième fois, la juge d'instruction va faire appel à un profiler. Cette fois, ce sera Michel Agrapard-Delmas, psychologue, expert judiciaire et professeur de criminologie à l'université Paris 8. Dans le profil du tueur qu'elle a fourni alors à la justice, elle évoque
une personnalité fragile, avec un possible abandon du côté paternel. Elle parle également de la signature du tueur, ses manies ou ses rites qu'il reproduit de crime en crime. Mais bizarrement, ce qu'elle écrit dans son rapport, elle le renie aujourd'hui, publiquement, dans ses cours. Ça peut être aussi... Plus question de profilage ou de signature. Suspecte. La signature du tueur, moi j'en ai jamais vu. Pourtant j'ai vu 2600 criminels, donc j'aurais dû en voir une au moins. La signature du tueur ressemble parfois à la signature d'un... Avec un certain aplomb, elle dénonce aujourd'hui ce qu'elle a pratiqué hier. Vous savez, je dis souvent à mes élèves, si vous voulez avoir l'air d'un profiler, c'est très facile. Vous faites une émission, vous allez devant un tableau, vous leur dites « ah oui, oui », vous réfléchissez, vous dites « l'auteur est un homme ». Déjà, vous éliminez 50% de la population française, puisque 95% des auteurs de crimes de sang sont des hommes. Puis vous dites « c'est un homme jeune ». Effectivement, il est rare qu'on tue à 60 ans, ou alors c'est un crime passionnel ou un accident de la route ou autre. Vous dites « c'est un homme jeune de 35 ans ». Il a eu des difficultés avec son père, il a une mère soit trop, soit pas assez, et vous avez l'air d'un très grand profiler, parce que ce profil-là correspond à 95% des passages à l'acte. Juste avant la voiture, vous avez un entrée d'immeuble, vous regardez là. Ok, ça va. Merci beaucoup. Au revoir. Karine Hutzebot, elle, continue de chercher l'homme au visage grêlé. Mais contrairement aux autres profilers, elle n'a aucun mandat officiel. Vous cherchez à rencontrer qui exactement? Ben, la femme de ménage qui à l'époque a vu l'assassin monter là où il y a eu le double assassinat. Parce qu'elle était en train de nettoyer les escaliers à l'époque. Chercherait-elle aussi la célébrité, l'argent? Profite-t-elle de la détresse des familles? Elle s'en défend. Sur ce dossier, elle nous a dit travailler bénévolement. Elle pense sincèrement être utile aux familles et ne voit pas à quel titre la police l'en empêcherait. Parce que la police ne veut pas coopérer, je laisse tomber, j'ai pas besoin d'eux. Hein. Qui va m'empêcher? Qui? Je veux voir qui va m'empêcher de continuer. Il s'agit d'un criminel qui court toujours, hein, et qui dit que depuis 1994, il ne tue pas systématiquement, il cache les corps. Lors de notre tournage, Karine Hutzebot était persuadée d'avoir identifié et localisé un suspect dans l'affaire Bloch. Un homme étrangement semblable au profil qu'elle a réalisé. Elle est parvenue à convaincre la justice de prélever l'ADN de cet homme. Le résultat est tombé il y a une semaine. Il est négatif. Aujourd'hui, l'homme au visage grêlé est peut-être en prison, dans un asile, à l'étranger ou mort, à moins qu'il ne repasse à l'action. Pour les policiers de la crime, il n'y a plus grand-chose à faire. L'arrestation du tueur tient maintenant du coup de chance.